Bien, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs qui nous suivez à distance, c'est un grand plaisir pour moi d'introduire Philippe Monneret dans le cadre de ce séminaire de rentrée des inspecteurs du premier degré que nous organisons à l'ESN-ESR. Un grand plaisir d'avoir avec nous un grand universitaire, puisque c'est un séminaire dans lequel nous vous avions promis des apports théoriques, des échanges en atelier, ainsi que des outils et une mallette pédagogique. Et j'espère que ce que nous vous proposons est au rendez-vous de vos attentes. Donc, Philippe Monneret, vous êtes professeur de linguistique à l'Université Paris-Sorbonne, directeur adjoint de l'UFR langue française et directeur du master langue française appliquée. Vous êtes également secrétaire général de la revue Le Français moderne et membre du comité scientifique de plusieurs revues de linguistique. Vos recherches s'inscrivent dans le champ de la linguistique théorique et portent en particulier sur la linguistique française, la linguistique analogique et la linguistique guillaumienne. Il y a un certain nombre d'ouvrages que vous avez commis et qui permettent de mesurer l'étendue de votre implication sur ces questions de linguistique que dans le système éducatif nous traduisons par grammaire. Vous nous direz s'il y a une différence. Plusieurs livres, questions de syntaxe française, notions de neurolinguistique théorique, le sens du signifiant, essais de linguistique analogique, exercices de linguistique. Alors vous interviendrez ce jour sur la question de l'enseignement de la grammaire à l'école primaire, avec le souhait de clarifier la pertinence d'une leçon de grammaire et de donner des indications pour éclairer les pratiques enseignantes. Je voudrais donc mentionner le fait que cette conférence est à la fois diffusée dans le cadre du séminaire des inspecteurs du premier degré, diffusée pour vous qui êtes dans l'amphithéâtre, pour vous, chers collègues, qui êtes dans les amphithéâtres de l'ESN-ESR, ainsi que pour des auditeurs, conseillers pédagogiques, autres inspecteurs, professeurs aussi, du premier degré qui nous suivaient en direct. Et pour tous, vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant le réseau social Twitter et le hashtag ESN-ESR Live. Vos questions seront relayées en fin de conférence. Monsieur Monneret, je vous laisse la parole. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais attendre un instant que le PowerPoint se mette en route. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je vais donc vous parler de l'enseignement de la grammaire, sous ce titre « Enseigner la grammaire à l'école primaire ». Bien sûr, je ne répondrai pas intégralement à cette question, c'est-à-dire que vous ne saurez pas parfaitement tout ce qu'il faut faire pour enseigner la grammaire scolaire à la suite de cette conférence. Ce que je souhaite vous proposer, c'est de contribuer, disons, à développer votre esprit critique, votre recul à l'égard de cet enseignement, de la grammaire, à développer, comme on le dit d'ailleurs dans la présentation du séminaire, à développer votre expertise sur cette question. Et puis peut-être, pour certaines d'entre vous, à modifier quelques représentations qu'évoque cette discipline, enfin la grammaire, cet enseignement, qui, on le sait, n'a pas toujours laissé de bons souvenirs aux élèves, a parfois une image de discipline un peu ardue, difficile, compliquée ou ennuyeuse. Bon. Alors, je vais commencer par une question qui est une question qu'en bonne méthode, il faut toujours commencer à poser. De quoi parlons-nous précisément ? Est-ce que nous avons une idée précise de ce que signifie enseigner la grammaire ? La grammaire, est-ce que ce singulier est justifié ? Est-ce qu'il y a une seule possibilité de description grammaticale pour une langue donnée ? Et par ailleurs, est-ce que la délimitation
du terme grammaire est bien clair pour tout le monde. Alors, je vais partir d'un ou deux exemples. Vous voyez, sur ce manuel, tous les manuels que je vais prendre ici en exemple sont des manuels très récents, hein, qui datent de cette année ou au plus tard 2016, 2017, 2018. Vous voyez cet exemple de manuel qui présente là une subdivision de l'enseignement de la langue, hein, avec au début une partie consacrée à la grammaire qui s'oppose donc à une autre partie consacrée au verbe, une troisième consacrée à l'orthographe et une dernière au lexique. Bien. Alors, il s'agit là d'une subdivision assez traditionnelle dans l'enseignement de la grammaire. Hein. Ce qui concerne la conjugaison est traité à part, l'orthographe également, le lexique également. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une délimitation de la grammaire qui est une délimitation strictement scolaire. Vous vous doutez bien que pour les linguistes, l'étude du verbe fait partie intégrante de la grammaire. Bon, ça n'est pas tellement gênant parce qu'au fond, il y a des pratiques pédagogiques qui utilisent des divisions qui ne sont pas les mêmes que la grammaire ou la linguistique universitaire. Bon, mais ça n'est absolument pas gênant. Le point ici que je veux souligner, vous voyez, il se situe à cet endroit-là précis, avec cette question qui est posée donc aux élèves pour cette évaluation, hein, puisque vous voyez qu'il s'agit d'une double page d'évaluation. Dans la partie orthographe, on a la question quel groupe de mots n'est pas un groupe nominal. Et donc vous avez une série de groupes nominaux, et puis évidemment le deuxième ne correspond pas du tout à la structure d'un groupe nominal. Donc en effet, il ne s'agit pas d'un groupe nominal. Mais quel est le problème ici? Vous voyez que cette question de savoir ou ne pas savoir ce qu'est un groupe nominal, c'est bien évidemment une question de grammaire, ça n'est pas une question d'orthographe. Donc ici, il y a tout de même une mauvaise conscience de la catégorisation des activités grammaticales. Hein. Il y a une confusion entre ce qui relève de problèmes orthographiques et ce qui relève de problèmes grammaticaux au sens même où l'auteur l'entend. Un deuxième exemple très très classique sur la question de l'étude des variations en genre. Vous voyez le premier exercice, c'est un exercice classique de morphologie où on fait varier un nom par sa flexion, hein, un tigre, une tigresse, un pharmacien, une pharmacienne, etc. Et puis, dans la même page, un peu plus bas, vous avez un autre exercice qui propose l'inverse, hein, de trouver le masculin à partir du féminin. Mais vous voyez qu'ici, une poule, une vache, le masculin de la poule, trouver la réponse à cette question, c'est-à-dire que le masculin de la poule, c'est le coq, que le masculin de la vache, etc., ça n'est plus du tout le même problème. Ça n'est plus du tout un problème de morphologie ici. C'est un problème de vocabulaire. Hein. Donc, on voit bien là, même dans les manuels, hein, que la conscience de travailler la morphologie, travailler le vocabulaire, travailler la grammaire, eh bien, elle n'est pas maîtrisée. On n'a pas, chez les auteurs de ces manuels, une conscience claire de la délimitation de ces types d'exercices qui pourtant ont chacun une homogénéité, hein, et qui doivent être traités ainsi, hein, d'une façon homogène. Si on travaille sur le genre du point de vue morphologique, eh bien, on travaille sur le genre du point de vue morphologique et on propose des exercices de ce type-là. Si on travaille sur le genre dans le cadre d'une leçon de vocabulaire, on propose le deuxième exercice. Mais ça n'est pas le même travail, ce ne sont pas les mêmes activités. Et tout au moins, ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes processus cognitifs qui sont sollicités. Alors, je reviens à cette question, que faut-il entendre par grammaire? Je disais, est-ce qu'il y a une seule grammaire? Alors, bien sûr, il y a, du point de vue linguistique, plusieurs théories linguistiques. Il y a une diversité, hein, des approches linguistiques possibles. Mais cette diversité d'approches linguistiques, elle provient du fait que, d'une manière générale, chaque théorie linguistique a tendance à éclairer tel ou tel pan de la réalité linguistique. Donc certaines théories sont bonnes pour les problèmes d'idiomaticité, enfin de locution figée, de choses comme ça. D'autres sont bonnes pour la syntaxe, d'autres sont bonnes pour la sémantique grammaticale, etc., etc. Mais pour ce qui concerne la description à un niveau scolaire de la langue française, là, il n'y a pas
plusieurs théories possibles. En fait, aujourd'hui, il existe un consensus. Ce que je vais vous exposer là, quand on abordera les descriptions du système de la langue, etc., n'importe lequel de mes collègues spécialistes de linguistique française vous dirait exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a donc un savoir de référence qui est fourni pour les étudiants dans les manuels universitaires, mais qui est tout à fait transposable dans le milieu scolaire. Il y a un savoir de référence. On a un peu dépassé certaines querelles de chapelle, etc., etc., un savoir de référence sur lequel on peut s'appuyer. Donc, j'aurais tendance, si vous voulez, à justifier ici le singulier de la grammaire. Il y a bien une grammaire à laquelle on peut se référer, mais évidemment, tout n'est pas résolu à partir de là, puisque ensuite, évidemment, il faut se poser la question, il faut choisir parmi cette description qui peut être très fine. Évidemment, il y a un accord dans la description de la grammaire, mais il y a une certaine granularité de cette description. On peut avoir des descriptions relativement rudimentaires, des descriptions un peu plus techniques, donc jusqu'où faut-il aller? Et c'est là qu'il faut s'entendre sur ce que l'on espère que les élèves sachent. Et par ailleurs, il convient aussi de s'interroger sur les facultés cognitives sous-jacentes à ces savoirs, et puis aussi à ce que l'on peut faire en tant qu'enseignant pour favoriser le développement de ces aptitudes cognitives. Bien, alors, pour répondre à ces questions, nous disposons tout de même d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre d'informations, qui sont d'une part des apports institutionnels. Alors, pour les apports institutionnels, nous disposons de 4 notes de service, vous savez, dont une est spécifiquement consacrée à la grammaire et au vocabulaire, donc j'en parlerai un petit peu. Ce séminaire est de toute façon se situe dans le prolongement de ces indications qui viennent du ministère. Il y a les programmes, bien sûr, donc ce sont les apports institutionnels. Et ensuite, il y a les apports scientifiques. Vous avez eu, avec Michel Fayolle, un aperçu des apports de la psychologie cognitive. Il y a donc aussi les approches de la linguistique. Ces deux disciplines sont liées également, tout au moins dans certaines approches de linguistique, puisqu'il existe un courant dans lequel je m'inscris assez volontiers, qui est celui de la linguistique cognitive, donc une linguistique qui est préoccupée des processus cognitifs sous-jacents à l'activité de langage. Alors, c'est ainsi... ah oui, pardon, j'oubliais. Ça ne suffit pas encore, ces éléments. Il faut prendre en considération d'autres aspects. Et bien sûr, il faut prendre en considération les acteurs, c'est-à-dire les élèves, les professeurs, parce qu'il faut évidemment que les concepts que l'on va proposer pour la description grammaticale soient accessibles pour ces acteurs. Mais il y a également les traditions. On a tenté parfois, et ça n'a pas du tout bien fonctionné, de modifier un peu brutalement les traditions d'enseignement. Il y a une culture d'enseignement, il y a des traditions dont il faut tenir compte, non pas qu'il faille les respecter absolument, mais on ne peut pas les ignorer, je crois. On ne peut pas les ignorer. Donc si on veut changer des choses, on peut le faire, mais d'une manière lente, patiente, progressive. Et enfin, il y a l'opinion, parce que nous ne vivons pas dans un monde idéal où seul l'esprit de la science règne. Nous vivons dans un monde réel où il y a des enjeux politiques de toutes sortes. Et on l'a vu d'ailleurs récemment à l'occasion de l'affaire du prédicat, pour des choses aussi microscopiques, semble-t-il, vu de l'étranger, par exemple, qu'introduire un nouveau terme dans la terminologie grammaticale. Vous avez vu à quel point il y a eu une réaction de l'opinion et donc un retrait de cette notion sur laquelle je ne reviendrai pas à part pour une toute petite remarque. Donc on doit également, en France en tout cas, mais nous sommes en France, tenir compte de l'opinion, même pour faire de la grammaire. Bon. Alors, il faut donc trouver des solutions accessibles pour les acteurs, des solutions argumentées, en espérant que ça aide à
à convaincre l'opinion, mais on sait bien qu'on n'arrive jamais à convaincre les gens de mauvaise foi, et puis tenant compte tout de même des traditions. Hein, parce que de toute façon, il y aura, quoi qu'on fasse, quoi qu'on propose dans ce genre de domaine, il y a toujours des résistances, ça c'est normal, hein, mais il faut tout de même avoir des vrais arguments. Alors, je vais donc parler d'abord des apports institutionnels, ce sera aussi bref que possible, hein, puisque mon expertise est plutôt celle des apports scientifiques, mais enfin, il faut tout de même tenir compte de ce qu'indique le ministère. Alors, la partie importante de mon propos sera la seconde partie sur les apports scientifiques, et je terminerai par quelques conclusions très brèves, hein, ce sera une ou deux diapositives, sous forme de recommandations prudentes, mais de recommandations tout de même. Alors, tout d'abord, donc, les apports institutionnels. Bon, je parlais de cette note de service du 25 avril 2018 qui comporte un certain nombre d'éléments importants. Le premier élément important de cette note, c'est son titre. Hein. Vous voyez, enseignement de la grammaire et du vocabulaire, un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française. Alors, ça a l'air de rien, cette affaire de considérer que l'enseignement de la grammaire et du vocabulaire est un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française. Mais c'est tout de même, il faut en prendre conscience, quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que affirmer le rôle important de l'enseignement de la grammaire, bon, je vais surtout parler de la grammaire, hein, je ne parlerai pas du vocabulaire, mais affirmer l'importance du rôle de la grammaire dans les classes, c'est un geste dont il ne faudrait pas négliger, d'une certaine façon, la radicalité. Parce que pendant très longtemps, on a considéré que cela ne servait pas à grand-chose de faire de la grammaire, ou qu'on n'aimait pas tellement ça, donc on n'en fait pas, et de toute façon, les grands écrivains ne connaissent rien pour certains à la grammaire, alors on peut être un grand écrivain sans faire de grammaire, etc., etc. Vous voyez bien ce genre de discours. L'idée qu'on n'a pas forcément besoin de la grammaire. Or, ce que vous a peut-être dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas pu écouter toute la conférence qui précédait Michel Fayol, c'est que en réalité, il s'agit là d'un pari. Parce que, contrairement à ce qui se passe pour d'autres domaines, comme la lecture par exemple, ou un petit peu pour la question de l'orthographe, sur laquelle justement Michel Fayol a travaillé, nous ne disposons d'aucune preuve expérimentale permettant d'affirmer que l'enseignement de la grammaire a un retentissement sur l'ensemble des capacités linguistiques des élèves, ou qu'il n'en a pas. Nous n'avons même pas d'informations sur le fait de savoir si telle façon d'enseigner la grammaire est meilleure que telle autre. Pour l'instant, nous ne disposons pas de points d'appui scientifiques pour pouvoir affirmer que l'enseignement de la grammaire est efficace. Donc il s'agit au fond d'un pari. Hein, il s'agit d'un pari. C'est un peu le pari de Pascal, hein, c'est-à-dire on va faire de la grammaire, de toute façon, on y gagnera, on a toute chance d'y gagner quelque chose. Mais c'est vrai, et c'est un pari alors, qui me semble de toute façon extrêmement raisonnable. On vient de vous le dire, hein, Michel Fayol vient de vous le dire, les performances orthographiques sont en baisse constante. On ne peut pas dire que même si il est impossible d'établir un rapport de cause à effet entre ces deux faits, mais en tout cas, il est impossible de dire que l'état actuel de l'enseignement de la grammaire permet d'améliorer la situation. Ça, ce serait vraiment refuser la réalité. D'accord ? Bon, alors, nous avons donc là, avec cette note de service, l'idée que c'est important d'enseigner la grammaire. Hein, c'est important. Alors, vous voyez, la capacité des élèves à comprendre, analyser le fonctionnement de la langue est importante, indispensable, parce qu'elle conditionne leur accès à tous les enseignements disciplinaires, elle commande leur réussite scolaire ainsi que leur insertion dans la vie sociale. Donc, vous voyez que l'enjeu est présenté comme étant majeur, hein, tout de même. Bien. Les autres aspects de cette note de service que je retiendrai sont les suivants, les trois autres qui sont indiqués dans cette diapositive.
Tout d'abord, l'autonomie de l'enseignement de la grammaire. Donc, il est affirmé par ailleurs que non seulement l'enseignement de la grammaire est important, mais il doit avoir son autonomie, c'est-à-dire, voilà, on fait des leçons de grammaire dans les classes. Et par ailleurs, l'autonomie va jusqu'à l'autonomie de la progression, c'est-à-dire que la progression de l'enseignement de la grammaire est elle-même autonome, indépendante des autres activités de la classe. Pour ce qui concerne les contenus, je vous donne juste cette indication ici, ce petit extrait de la note de service, parce qu'il répond en partie à la question que je posais tout à l'heure. Quel est le contenu de la grammaire scolaire ? Qu'est-ce que ça signifie précisément, grammaire? Alors ici, on a une réponse, c'est la morphologie et la syntaxe. Hein, la morphologie et la syntaxe. Alors, bien sûr, la syntaxe dans un sens différent. Là, il y a une petite difficulté parce que les psychologues utilisent le terme de syntaxe dans un sens différent de celui des linguistes. Les psychologues parlent, en fait, avec ce mot syntaxe, hein, de la connaissance implicite, c'est-à-dire de la grammaire implicite, si vous voulez, de l'intuition grammaticale relative à la syntaxe, alors que les grammairiens ou les linguistes parlent de la syntaxe pour parler de la description métalinguistique explicite, hein, de la phrase. Bien. Donc, morphologie et syntaxe. Et enfin, sont indiquées quelques pistes, toujours dans cette note de service, quelques pistes d'activités grammaticales. Deux types d'exercices, principalement. Des exercices brefs, répétitifs, ritualisés, de mémorisation, restitution, etc. Et puis des travaux de grammaire sur corpus. Alors ça, on verra de quoi il s'agit. Donc il y a là quelque chose qui rappelle un peu ce qui s'est nommé observation réfléchie de la langue à un moment donné, mais c'est une dénomination, observation réfléchie de la langue, qui reste malgré tout très floue. Hein. Qu'est-ce qu'on observe, à quoi on réfléchit, bon, tout ça est quand même mérite d'être précisé. Hein. Et alors, il est indiqué également que les travaux de grammaire doivent être mis en relation avec l'écriture et la lecture. Alors, on pourrait avoir l'impression que c'est un peu contradictoire avec l'idée de l'autonomie, mais non, c'est tout simplement l'idée que une fois que les notions grammaticales sont un peu installées chez les élèves, bien sûr qu'il faut les mobiliser dans toutes sortes d'autres activités, dont, bien entendu, l'écriture et la lecture. Alors maintenant, il reste à préciser, et cela va pouvoir être fait grâce au programme, hein, quelle notion grammaticale, quelle compétence, hein, puisque on nous dit qu'il y a un ensemble de notions grammaticales à assimiler et de compétences à acquérir. Alors lesquelles? Pour y répondre, il suffit d'aller voir du côté des programmes. Que nous disent les programmes? Alors, je ne vais pas je vais vous donner simplement les extraits essentiels, hein, les extraits qui me paraissent essentiels des programmes. Ce serait beaucoup trop long de les commenter dans le détail. Donc je vais m'intéresser uniquement aux programmes relatifs à la maîtrise de la langue. Et vous voyez qu'il y a plusieurs sous-parties dans ces programmes, hein, passer de l'oral à l'écrit, construire le lexique, signifier à l'orthographe lexicale. Bon, on va s'intéresser uniquement aux deux parties, se repérer dans la phrase simple, et puis beaucoup plus rapidement maîtriser l'orthographe grammaticale de base. Alors, se repérer dans la phrase simple, vous avez là un ensemble de notions qui concernent donc, le cycle 2, après je dirai un mot du cycle 3, là, pour lesquelles il est nécessaire tout de même d'apporter quelques précisions. Alors, vous voyez que on vous indique que parmi les activités, enfin les compétences à acquérir, il y a cette compétence de savoir hiérarchiser les constituants de la phrase, ce qui est une très bonne chose. Hein. Seulement, vous avez ensuite, un peu plus bas, une rubrique intitulée « Les compléments ». Or, vous avez vu avec l'intervention de Fabrice Pauly que les compléments, ça n'est absolument pas une catégorie linguistique. Hein. Il y a des compléments du verbe, hein, les compléments d'objet direct, indirect,
d'une part, et d'autre part, les compléments circonstanciels, mais qui sont dans une toute autre catégorie. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, hiérarchiser, attention, ici, il ne faudrait pas croire que la catégorie les compléments est une catégorie homogène. Hein. Là, il y a une hiérarchisation qui n'apparaît pas dans les programmes. Hein. Bien sûr, les programmes résument l'essentiel, mais il faut avoir à l'esprit que cette catégorie, les compléments, est une catégorie double. Hein. Complément d'objet d'une part, complément circonstanciel d'autre part. Deuxième petite remarque au sujet des mots invariables. Alors là aussi, mots invariables, vous voyez, il y a une liste différenciée, les principales classes de mots. Hein. Le nom, l'adjectif, le verbe, etc. Mais les mots invariables, ce n'est pas une classe de mots, les mots invariables. Hein. C'est une propriété de certains mots. Et d'ailleurs, c'est une propre. Enfin, je veux dire, si on imaginait que ça forme une classe, ce serait une classe extrêmement hétérogène dans laquelle il faudrait mettre des mots grammaticaux, les adverbements, et même des substantifs comme le mot voix, par exemple. Bah, il est invariable après tout, mais est-ce qu'on va le mettre dans les mots invariables? Mais bien sûr que ce n'est pas ce qui est visé par cette catégorie. Donc, pourquoi pas les mots invariables? C'est une notion qui peut être utile en classe, hein, en particulier pour les problèmes orthographiques. Mais attention, il ne s'agit pas du tout d'une catégorie linguistique qui a une réalité. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'une classe de mots. Hein. Donc là, évidemment, c'est une classe une classe avec des guillemets un peu fourre-tout. Bon, on vous indique ensuite qu'il faut savoir effectuer des transformations sur les formes négatives exclamatives, mais il faut aussi, bien sûr, le faire sur les phrases déclaratives, interrogatives, impératives. Et puis, dernière petite remarque, là c'est un point important, j'y reviendrai, être capable de mobiliser les mots de la grammaire. Hein. Bon, c'est une formulation qui se veut simple, accessible, pour parler de l'utilisation du métalangage grammatical. Et ça, c'est un point important, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais je le dis tout de suite. Le fait d'utiliser des termes techniques. Alors, je dis technique, mais vous allez voir tout à l'heure la liste des termes techniques. Hein, mais ce sont quand même des termes techniques, ce sont des termes d'une terminologie. Hein. Bon, le fait d'utiliser des termes techniques régulièrement pour parler de la langue en classe, eh bien, c'est une chose en effet extrêmement importante. Alors, le point qui m'importe ici dans cette liste, c'est de vous faire prendre conscience qu'il s'agit, outre le cas un peu particulier des transformations de phrases interrogatives en négatives, etc., outre ce cas qui consiste en des procédures syntaxiques, vous voyez qu'en dépit de la variété des verbes introducteurs, là, identifier la phrase, reconnaître les principaux, différencier les classes de mots, etc., l'ensemble de ces items qui apparaissent se repérer dans la phrase simple, tout cela correspond à des objectifs d'identification. Hein. Ce qui constitue la compétence ici, c'est être capable d'identifier un sujet, d'identifier un verbe, d'identifier un nom, un adjectif, etc. Alors, en revanche, lorsqu'on regarde ce qui se produit avec l'orthographe grammaticale de base, sur la partie sur l'orthographe grammaticale de base, l'objectif est complètement différent. Ça n'est plus un objectif d'identification, c'est un objectif qui concerne des procédures morphologiques, c'est-à-dire être capable d'effectuer des accords, sujet-verbe, des accords à l'intérieur du groupe nominal, etc. Je saisis l'occasion de cette diapositive pour faire une petite remarque sur la notion de verbe conjugué, qui est très utilisée dans les classes, bien sûr. Et là, cela fait partie des traditions. J'en parlais tout à l'heure, elles ne vont pas se modifier rapidement, mais c'est une chose dont il faut espérer qu'elle évolue un peu. Ça ne signifie rien, verbe conjugué, verbe non conjugué. Surtout, ce qui ne signifie rien, c'est un verbe. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe non conjugué, un verbe conjugué? Conjuguer un verbe, ça veut dire prendre son radical, je sais pas, chante, et le faire varier morphologiquement. Et, ajouter des désinences qui correspondent à différents temps et modes. D'accord ? Bon, l'infinitif, la désinence d'infinitif, c'est une désinence comme les autres. Donc l'infinitif, la forme d'infinitif d'un verbe, il fait partie du paradigme de la conjugaison verbale. Donc il est conjugué au même titre que tous les autres. D'accord ? Donc cette notion de verbe conjugué
de verbe non conjugué qui s'est installé dans la tradition grammaticale, bon, peut-être qu'il faudra à un moment donné la remettre un peu en question et parler plutôt de verbes conjugués à un mode personnel, ce qui inclut le subjonctif et l'indicatif, et de verbes conjugués à un mode non personnel, où là, on classera l'indicatif et les participes. Mais verbe conjugué, verbe non conjugué, c'est très embarrassant. Et puis, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais dans toutes sortes d'exercices, cela introduit des confusions vraiment dommageables. Alors, pour ce qui concerne le cycle 3, j'attire votre attention ici sur 2 points. D'une part, sur l'introduction. Alors, vous voyez qu'il est indiqué ici quand même un seuil de niveau entre le cycle 2 et le cycle 3, avec cette idée qu'on entre dans une démarche beaucoup plus réflexive sur la langue. Et cette démarche réflexive se traduit par le fait que les élèves doivent commencer à avoir accès à ce qui est nommé ici, à très juste titre, le système de la langue. Alors oui, il y a une systématique de la langue française, c'est d'ailleurs le titre d'un très beau livre d'un certain Gérard Moignet. Il y a un système de la langue française, mais c'est le cas de toutes les langues, bien entendu, et ce système, nous en avons en partie une connaissance intuitive, mais tout l'enjeu ici est de se dire qu'une connaissance explicite d'une partie des grandes articulations de ce système rend des services pour l'ensemble des capacités liées à la langue. Bon. Donc, première notion importante ici qui apparaît et qui n'apparaît pas au cycle précédent, la notion de système de la langue. Et autre notion qui apparaît, qui est très importante, puisque, au fond, ce sont les atomes du système de la langue, ce sont les constituants. La notion de constituant, être capable de repérer les principaux constituants dans une phrase, dans un groupe de mots, etc., eh bien ça, c'est un point extrêmement important. Et l'une des questions qui se pose, et sur laquelle, que je n'éviterai pas, c'est la question de savoir si les constituants, ce sont des mots, ou des groupes de mots, ou les deux. Alors, cette notion de constituant est également très explicite dans la formulation des attendus de fin de cycle. Être capable de repérer les principaux constituants d'une phrase simple et complexe. En ce qui concerne la liste des éléments constitutifs du programme, bon, je ne reviens pas sur la question de la hiérarchisation des compléments, mais vous voyez que vous avez dans une entrée différenciée les compléments COD, COI, compléments circonstanciels de temps, lieu, cause. Ici, ça n'est pas explicite, mais c'est pour cette raison que je vous le précise. Il y a vraiment une barrière entre, d'une part, COD, COI et d'autre part, les compléments circonstanciels. Mais ça, je pense que Fabrice Poli vous l'a bien expliqué. Deuxième petite notion, alors ça c'est un point un peu délicat, là aussi, en lisant un peu vite, on peut être induit en erreur. Vous voyez que dans le nota bene qui apparaît ici, on vous dit le nom, le déterminant, l'adjectif, etc. ont été vus au cycle précédent. Alors quand vous regardez la liste du cycle précédent, vous voyez qu'il n'y a pas le déterminant. Il n'y a pas le déterminant ici, mais il y a l'article défini, l'article indéfini. Donc attention, ce que cela signifie, c'est que les déterminants sont une classe générale dans laquelle sont intégrés les articles. Définis, indéfinis, etc. Les articles sont une des sous-catégories de déterminants. Et ce que veut indiquer ici le programme, c'est que, outre les articles définis, indéfinis, qui sont un type de déterminant, on introduit en cycle 3 les déterminants possessifs et démonstratifs. Là, il y a un petit problème de formulation, mais c'est pas très grave, on comprend très bien finalement. Et puis, un détail aussi, mais qui n'est pas un détail, vous voyez qu'on vous indique là que sont au programme les conjonctions de subordination les plus usuelles. Mais quand vous regardez au-dessus, vous voyez que les compléments circonstanciels qui sont au programme sont seulement les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de cause. Donc cela signifie que ça n'est pas n'importe quel si et n'importe quel comme qu'on va étudier. Le si de l'hypothèse,
si j'étais riche, je serais en ce moment aux Bermudes, par exemple. Eh bien, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais bon. Ce si-là, il ne fait pas partie du programme. Bon, ici, ce qui est visé, c'est surtout le si de qui a introduit une complétive. Hein, je me demande si tu es parti, etc. Et puis le com, c'est la même chose. Hein, le com de comparaison qui introduit les comparatives n'est pas impliqué ici. Ce qui est visé, c'est le com temporel, disons. Alors, les objectifs sont du même ordre que dans le cas du cycle 2, des objectifs d'identification. Et puis, dans le cas de l'orthographe grammaticale, même chose, les objectifs sont des procédures morphologiques. Alors, quand on fait le bilan, une fois qu'on enlève tout le vocabulaire de présentation des notions et qu'on se dit, mais alors, au total, qu'est-ce qu'il y a dans ces programmes en termes de liste de notions à acquérir à l'école primaire? Eh bien, la liste, vous l'avez là. Hein. Pour la nature des mots et des groupes de mots, vous avez la liste des mots qu'on appelle lexicaux, nom, verbe, adjectif, adverbe. Ensuite, vous avez les mots grammaticaux, les déterminants, alors pas tous, uniquement article, défini, indéfini, déterminant possessif, démonstratif. Les pronoms limités aux pronoms personnels, hein, on ne parle pas pour l'instant des pronoms possessifs, démonstratifs, etc. Prépositions, les deux types de conjonction, coordination, subordination. Bon, voilà, ça c'est la liste des 8 classes de mots. Il n'y a pas l'interjection, mais c'est secondaire. Ensuite, il y a le groupe nominal prépositionnel. Bien. Ensuite, une série de fonctions, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le sujet, les deux fonctions compléments, la fonction complément circonstanciel avec une subdivision en 3, la fonction attribut du sujet, épithète complément du nom, et puis quelques notions autour des phrases, les types de phrases, les formes de phrases, phrases simples, phrases complexes. Bon, au total, une trentaine de notions. Alors, voilà, là, on a les choses sur la table. Il y a 30 notions à enseigner à des élèves, entre, mettons, le CP, c'est quand même surtout la lecture. Hein. On fait un petit peu de grammaire, mais pas beaucoup. Mettons, surtout à partir du CE1 jusqu'au CM2. Donc on a 4 ans pour enseigner 30 notions. Je veux dire, c'est quand même un pari, en principe, qui n'est pas un pari extraordinaire. Hein. Je veux dire, ça doit être faisable dans notre système éducatif d'enseigner 30 notions. Alors, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, nos étudiants, enfin moi je suis dans les jurys de concours, à l'agrégation, etc. Certains agrégatifs ne savent pas ce que c'est qu'une préposition ou un adverbe, par exemple. Hein. Toujours pas, alors qu'ils ont eu de la grammaire à l'école, au collège. Donc il y a un vrai problème dans l'enseignement de la grammaire. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça s'efface avec les vacances, je ne sais pas, il y a quelque chose, ça n'imprime jamais. Les élèves hein, ne retiennent jamais rien. Et pourtant, avec cette trentaine de notions, on peut déjà décrire beaucoup de choses, mais à supposer qu'on soit au clair hein, sur ces notions. Alors c'est là que peuvent peut-être que les apports scientifiques peuvent peut-être nous rendre quelques services. Alors je vais parler principalement de 2 points et je dirais pour terminer un petit mot de la terminologie qui a déjà été annoncé par Fabrice Pauly. Alors, je parlerai d'abord de la question de l'identification des formes grammaticales, puisqu'on a vu hein, tout à l'heure qu'au fond, dans les programmes, ce qui est demandé en termes de notions, bon, bah, c'est clair, c'est la liste des notions de grammaire, hein, les natures de mots, les fonctions, etc. Mais en termes de compétences, il s'agit d'identifier. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et ensuite, on parlera un petit peu du système de la langue. Alors, en préambule, mais je serai bref parce que du coup j'en ai dit un petit mot en introduction que je n'avais pas spécialement prévu de dire, mais je voudrais quand même clarifier, enfin disons pas clarifier parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Hein, il y a certains de mes collègues d'ailleurs sont spécialistes de l'histoire des idées linguistiques. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'histoire des traditions grammaticales au fil des siècles. Simplement, ce qu'on peut retenir, c'est la chose suivante, c'est qu'en simplifiant très très grossièrement la situation, c'est qu'il y a eu quand même toute une période où, au fond, la grammaire, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Il y avait une sorte de corpus de connaissances grammaticales qui se transmettait de génération en génération d'instituteurs.
Et cela, à partir du moment où la grammaire française s'est mise en place au début du 19e, disons, lorsqu'elle s'est un peu émancipée de la grammaire latine, hein, où on a commencé, par exemple, à parler de complément au lieu de parler d'accusatif pour parler du français. Hein. Tout cela s'est arrêté, c'est un peu désagrégé, disons, dans les années 60 environ. Et pourquoi ? Eh bien parce que cette grammaire scolaire s'était constituée d'une manière tout à fait autonome par rapport à la linguistique savante, disons. Mais pas pour des raisons de, politiques ou je ne sais quoi, uniquement parce que la linguistique de l'époque ne s'intéressait absolument pas à ces problèmes. Hein. La linguistique de cette époque était surtout une linguistique diachronique qui s'intéressait à racines indo-européennes, à ce genre de choses, et qui n'était pas intéressée par la description du français contemporain, par exemple. Hein. Bon, cela est arrivé à partir des années 50, notamment avec quelqu'un comme Gustave Guillaume, dont je vous parlerai tout à l'heure, hein, qui a un peu fait le lien entre la théorie linguistique et la grammaire française, qui était plutôt du côté, à l'époque, donc, de la philologie. Hein. Mais alors, c'est là que les choses ont commencé à se brouiller. Hein, parce qu'à partir du moment où on a voulu introduire des modèles théoriques issus de l'université dans la description grammaticale, et à partir du moment où on a un peu brutalement critiquer cette tradition grammaticale en disant qu'elle était absurde, elle était fausse, etc. Ce qui était vrai en partie, hein, du point de vue d'une description linguistique sérieuse. Eh bien, on a peu à peu déstructuré une sorte de sécurité intellectuelle qu'avaient les instituteurs à l'égard des savoirs grammaticaux. Et au fond, on en est toujours là aujourd'hui. Hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à reconstituer dans la population des enseignants de français et chez les professeurs des écoles un savoir grammatical stable sur lequel nos collègues peuvent s'appuyer. Alors, bien sûr, la linguistique y est pour quelque chose. Hein. La linguistique a un peu contribué à cette débâcle, mais c'était, c'était par souci de bien faire, d'une certaine façon. Alors, on sait que l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions, mais l'idée était d'émanciper par la science. Hein. Parce qu'il y a là-dessous un enjeu quand même qui est resté très important, c'est que et c'est pour cette raison que la note que je lisais tout à l'heure et qui disait que enseigner la grammaire permet de sortir des clivages sociaux, je le reformule de cette façon-là. Et là, je pense que c'est très juste. C'est-à-dire qu'on a pendant longtemps considéré qu'au fond, il y avait quelque chose de très naturel dans la maîtrise de la langue. Hein. On hérite des pratiques linguistiques de sa famille, de son entourage, etc. Ça reste évidemment parfaitement vrai. Mais il va de soi également que cette situation est d'une injustice sociale évidente. Hein. Par conséquent, le seul moyen de faire en sorte que des gens sortent que des élèves sortent de leurs contraintes linguistiques, sortent des contraintes linguistiques qui sont conditionnés par leur milieu social, c'est en effet qu'ils apprennent eux-mêmes et qu'ils maîtrisent eux-mêmes les structures de la langue. Bien. Donc, c'est, si vous voulez, d'une certaine façon, pendant longtemps, ça a été l'héritage social versus la science. Et la linguistique se vivait du côté de la science et du coup du côté de l'émancipation. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait imaginé. Et par ailleurs, je le disais tout à l'heure, il y avait aussi une sorte de querelle théorique. Bon, tout cela est apaisé aujourd'hui et les sciences du langage, la linguistique française, nous fournit un socle de connaissances tout à fait fiable sur laquelle on peut fonder une grammaire scolaire. Alors, je reviens donc à cette question de l'identification des formes grammaticales. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu à qu'est-ce que ça signifie identifier ces formes grammaticales. Alors je prends un exemple que je vais faire
que je vais analyser un petit peu. L'abîme appelle l'abîme. Alors, il y a un exemple un peu tragique pour mettre un peu un souffle tragique dans nos amusements grammaticaux. Effectivement, l'abîme appelle l'abîme. C'est en absence de connaissances grammaticales. Voilà, je vous laisse finir. Alors, cette formule, l'abîme appelle l'abîme, est la traduction en français d'une formule latine bien connue, abyssus abyssum in vocat, mais que vous trouvez également sous la forme abyssus et vocat abyssum. Pourquoi je vous donne cet exemple latin? Je vous rassure, c'est un excursus très rapide. Eh bien, simplement pour vous montrer que le latin reconnaît le complément d'objet. Bon, là, il s'agit du même mot, donc c'est pas très gênant, mais reconnaît le complément d'objet à partir de la morphologie, de l'accusatif ou pour le complément d'objet et du nominatif pour le sujet. Par conséquent, et c'est une chose qu'on n'a pas en français. Hein. En français, pour savoir repérer quel est le sujet et l'objet, ben, il faut se fier à la syntaxe, à l'ordre des mots. D'où cette formule célèbre du linguiste dont je vous parlais tout à l'heure, Gustave Guillaume, une langue a la syntaxe de sa morphologie. C'est-à-dire que si vous avez une langue qui a une morphologie développée, comme le latin qui a une déclinaison, voire l'allemand, hein, mais bon, c'est surtout vrai pour le latin, qui a une déclinaison très développée pour les noms en particulier, par rapport au français qui a une déclinaison peu développée, limitée à quoi? Limitée aux accords en genre et en nombre. Hein. Eh bien, là où vous perdez en morphologie, vous êtes obligé de compenser l'absence de morphologie par de la syntaxe. À partir du moment où, dans l'histoire du français, les marques de l'accusatif disparaissent, on est obligé de se fonder sur l'ordre des mots pour pouvoir distinguer le sujet et l'objet. Par conséquent, la syntaxe ne joue pas un rôle aussi important dans toutes les langues. C'est ça que je veux dire avec cet exemple de comparaison entre le latin. Non pas que la syntaxe du latin soit complètement vide, non, il y a une syntaxe du latin, mais la morphologie joue un rôle beaucoup plus important qu'en français. Donc inversement, là où je veux en venir, c'est qu'en français, la syntaxe joue un rôle important. Hein, et c'est pour cette raison que... qu'il est indispensable donc, de travailler sur les questions grammaticales. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à des élèves à partir d'un exemple comme ça? Qu'est-ce qu'on attend d'eux, compte tenu des programmes et de la liste de notions que je vous ai donnée tout à l'heure? Eh bien, on peut faire ce genre de choses. D'abord, on peut s'attendre à ce qu'ils sachent identifier que les deux abîmes sont des noms, que appel au milieu est un verbe, que les deux L' sont des articles définis qui appartiennent eux-mêmes à la catégorie générale des déterminants, que l'abîme, aussi bien le sujet que l'objet, sont des groupes nominaux, que appelle l'abîme est un groupe verbal, que l'abîme, le premier, est le sujet de la phrase, que le second abîme est le complément d'objet de la phrase, et que l'ensemble est une phrase. Bien. Alors, j'ai donné là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 informations. Bon, j'ai épuisé la description grammaticale possible à partir des notions qui sont données par le programme sur cette phrase. Donc, il y a une fin à la grammaire, hein, il y a une fin, je ne veux dire pas au sens de la finalité, mais au sens de l'arrêt. C'est-à-dire, on peut, à partir de cette phrase, si on fait de la grammaire scolaire, il y a 7-8 choses à dire, point. Bon. Mais, qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on a dit, par exemple, que L' est un article défini, ou lorsqu'on a reconnu que appel est un verbe? On a mis ce mot appel dans la catégorie des verbes. On a mis l'article défini, enfin le L' dans la catégorie des articles définis. Articles définis qu'on mettra dans leur ensemble, eux-mêmes, dans la catégorie des déterminants, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est à l'idée que, en fait, identifier, lorsqu'on identifie des notions, c'est catégoriser. Donc les processus cognitifs sous-jacents à la capacité d'identification grammaticale des natures de mots ou des fonctions des mots, ce sont des capacités de catégorisation. Alors,
Qu'est-ce que c'est que catégoriser? Bon, c'est une opération c'est une opération cognitive, un processus cognitif extrêmement fondamental chez l'homme, hein, lui-même d'ailleurs étant un cas particulier des processus analogiques. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme équivalents, les mettre sur le même tas, les appeler par un même nom ou y répondre de la même façon. Nous catégorisons sans cesse les objets du monde que nous voyons, sans quoi le monde nous apparaîtrait comme formé d'entités singulières absolument incomparables les unes aux autres. Lorsque vous voyez, je ne sais pas moi, une souris d'ordinateur, vous la voyez comme un membre quelconque de la catégorie générale des souris d'ordinateur. Vous ne la voyez pas dans sa spécificité de souris qui appartient à l'ESN et qui a peut-être dessous une marque très particulière. Bon, impossible de saisir la singularité de cette souris. On perçoit d'abord par catégorisation, c'est-à-dire des membres quelconques de catégorie. Alors, le problème, c'est que, et c'est là où il y a des conséquences sur l'apprentissage grammatical qui sont importantes, c'est que quand on creuse un petit peu cette notion de catégorisation, on se rend compte qu'il y a, enfin, on se rend compte, c'est une chose très très connue, mais il existe deux grands modèles pour la catégorisation. Un premier modèle qu'on appelle le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, et un deuxième modèle qu'on appelle la théorie du prototype. Alors, on va voir, je vais vous expliquer ces deux notions, et on verra ensuite quelles sont les conséquences sur les pratiques grammaticales. Alors, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est celui qui peut-être vient le plus facilement à l'esprit lorsqu'on pense à la notion de catégorisation. C'est l'idée qu'on va définir les catégories par un point commun, un dénominateur commun. Par exemple, prenons la catégorie oiseau. Alors, dans un sens propre, c'est-à-dire là, je ne parle pas du tout de l'emploi du mot oiseau dans des sens figurés, du type un drôle d'oiseau, etc. Là, on prend uniquement le mot dans son sens propre, référentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un oiseau? Comment se définit cette catégorie? Elle se définit par deux propriétés. D'une part, un oiseau, c'est une sous-catégorie des vertébrés, et d'autre part, il a des plumes. Bon. Donc ce sont deux propriétés, la vertébrée et a des plumes, qui sont définitoires de la catégorie oiseau. Ce qui signifie, et c'est pour cela qu'on parle de conditions nécessaires et suffisantes, que tout être, toute entité qui est vertébrée et qui a des plumes est immédiatement considérée comme un oiseau, mise dans la catégorie oiseau, et inversement, si je prends n'importe quel élément de la catégorie nommée oiseau, forcément, je tomberai sur un élément qui est vertébré et qui a des plumes. D'accord ? Conditions nécessaires et suffisantes. Bon. Alors, c'est un système de classification qui est à la base des classifications scientifiques. Là, je vous donne un exemple de classification scolaire où on reconnaît bien l'oiseau qui porte des plumes et qui fait partie de la catégorie générale des vertébrés et qui s'oppose ainsi à d'autres sous-catégories de vertébrés. Ça, c'est de la catégorisation. Donc, dans ce modèle, on a deux propriétés principales. Là, il en apparaît trois, mais en fait, les deux premières sont deux formulations différentes de la même idée. Les catégories dans ce modèle, des conditions nécessaires et suffisantes, les catégories sont définies par des frontières qui sont très bien délimitées. Autrement dit, vous n'avez jamais d'hésitation, compte tenu du fait que vous ayez à supposer que vous puissiez identifier les deux propriétés. Vous n'avez jamais d'hésitation. Si vous savez qu'un objet, un être est vertébré à des plumes, vous n'avez pas d'hésitation pour le mettre dans la catégorie oiseau ou pour l'enlever s'il ne possède pas une de ces deux propriétés. Donc, conséquence, ça signifie que l'appartenance d'une entité particulière à une catégorie relève de la logique du vrai et du faux. Bon. Et puis, le deuxième point, qui est le plus important, c'est que les membres d'une catégorie ont tous le même statut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un oiseau possède ces deux propriétés, il n'y a pas d'oiseau qui soit plus oiseau que les autres. Ils sont tous des oiseaux, ils font tous partie de la catégorie oiseau. Le problème, c'est que ce mode de catégorisation est très utile, encore une fois, dans la catégorisation scientifique, mais il est douteux qu'il reflète notre façon naturelle de catégoriser. Et par conséquent, il est douteux également qu'il reflète la façon dont les langues catégorisent le monde.
C'est-à-dire que, bien sûr, si notre système cognitif catégorise d'une certaine façon, nos langues qui sont issues de nos systèmes cognitifs d'êtres humains auront des propriétés similaires. Alors, pourquoi ? Dans la catégorisation ordinaire, en fait, dans la pratique ordinaire de la catégorisation, les frontières des catégories sont souvent floues. Alors, on peut prendre quelques exemples pour l'illustrer. Prenez la catégorie des meubles. Est-ce qu'un abat-jour, vous le mettez vraiment dans la catégorie des meubles ? Est-ce qu'un piano, c'est dans la catégorie des meubles ou des instruments de musique ? Ce sera peut-être dans la catégorie des meubles pour un déménageur, mais sinon dans la catégorie des instruments de musique. Bon. Dans la catégorie des vêtements. Alors là, on n'a pas le temps, mais il y a des choses très amusantes à faire en regardant les sites internet des vendeurs de vêtements pour voir un peu comment ils s'en sortent avec les problèmes de catégorisation. Mais bon, il y a des vêtements qui sont clairement des vêtements, une veste, un pantalon, une chemise, enfin tout ça, ce sont des vêtements. Mais est-ce que des lacets de chaussures, on le met aussi bien dans la catégorie des vêtements, une ceinture. Bon, alors, je sais, on me répond toujours, c'est les accessoires. Bon, mais ça, c'est une invention récente, les accessoires. En tout cas, vous conviendrez que si on vous demande de dire le nom d'un vêtement, vous n'allez pas penser tout de suite à dire une ceinture, en général, ou un lacet de chaussures. Alors c'est vraiment... bon. Alors je vais vous donner un autre exemple sérieux qui est une vieille étude de William Leiboff, qui était le fondateur de la sociolinguistique, et qui un jour s'est posé cette question métaphysique fondamentale: où finit la tasse et où commence le bol ? Alors, vous voyez, il y a des études très sérieuses qui ont été faites. Là, je vous donne juste un petit exemple. Évidemment, il y a un moment donné où, quand on augmente le diamètre de la tasse, on commence à la percevoir comme un bol. Donc, vous voyez bien que les catégories... Et c'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, dans l'étude, on peut montrer que selon qu'on met du solide ou du liquide dans les récipients, la perception entre bol et tasse varie aussi. Donc, il y a une dimension contextuelle dans l'histoire. Mais bon... Je donne cet exemple simplement pour que vous perceviez bien, vous voyez bien cette idée que les frontières, elles sont floues. Je veux dire, la catégorie tasse, la catégorie bol, il y a une zone intermédiaire. Alors, vous voyez, oui, bon, on n'a pas le temps de regarder l'étude dans le détail, bien sûr, mais on peut voir qu'à partir d'environ 1,9 cm de diamètre, on commence à hésiter. Bon, bref. Un autre exemple, ça ne concerne pas seulement les objets matériels, ça concerne aussi les idées. La notion de la catégorie politique du populisme, par exemple. Je vous rassure, je ne vais pas faire un sketch là-dessus, je vais juste prendre ça comme un exemple, parce que j'avais regardé l'année dernière déjà sur Google Actualité, il y avait 93 000 occurrences, et j'ai regardé il y a quelques jours, 155 000, c'était en un an. Donc il y a eu un intérêt pour cette notion, une utilisation très fréquente de cette notion. Mais finalement, personne ne sait ce que ça signifie exactement. Les gens ne sont pas d'accord sur la définition, et il y a une instrumentalisation politique de cette notion. Là encore, il s'agit d'une catégorie extrêmement utilisée aujourd'hui dans notre société, mais dont on aurait peine à délimiter les contours avec précision. Alors, c'est pour cette raison que s'est développé, compte tenu du fait que le modèle un peu naturel, aristotélicien, des catégories nécessaires et suffisantes, des catégories définies par des conditions nécessaires et suffisantes, compte tenu des insuffisances de ce modèle pour décrire notre activité d'êtres humains, s'est développée une théorie qu'on appelle la théorie du prototype, donc qui repose sur deux idées fondamentales. D'une part, l'idée de prototype d'une catégorie, c'est-à-dire c'est là qu'on va voir que les différents membres d'une catégorie ne sont pas équivalents. Et puis une deuxième idée, que je ne vais pas du tout commenter parce qu'elle concerne un autre sujet, et de toute façon elle n'est pas utile pour nous, c'est la notion de niveau de base,
Mais je passe. Alors, je vais vous montrer 2 exemples concrets qui correspondent à des publications déjà anciennes pour certaines. Hein. On a pu montrer que dans la catégorie oiseaux, précisément, eh bien, le prototype dans les pays européens de l'oiseau, c'est quelque chose qui ressemble à un moineau. Hein. Mais en revanche, vous voyez à la périphérie, hein, le prototype il est au centre de ces cercles concentriques, là, et le pingouin et l'autruche sont vus comme étant des membres tout à fait périphériques de la catégorie. Donc, ils sont moins oiseaux. Certes, ce sont des oiseaux au sens scientifique du terme, mais pour nous, êtres humains, ils sont moins oiseaux qu'un moineau. Un pingouin ou une autruche est moins oiseau. Pourquoi ? Parce qu'ils ne volent pas, évidemment. Mais ça ne fait pas partie de la définition scientifique de l'oiseau. Mais ça fait partie, bien sûr, de l'expérience humaine de l'oiseau. Hein. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a cette catégorisation avec des prototypes qui peuvent éventuellement varier culturellement. Hein. Un autre exemple, on en parlait tout à l'heure, des meubles. Bon, on a pu montrer, vous voyez, en demandant à des gens, enfin, il y a plusieurs types de tests. Hein. Soit on leur donne une liste de mots et puis on leur demande de dire de mettre une note entre 1 et 7 pour dire s'il s'agit de bons exemples de meubles, ou alors on prend des panels de personnes et on leur dit le plus vite possible 10 noms de meubles qui te viennent à l'esprit, puis on regarde lesquels arrivent en premier. Bon, quand on fait ce genre d'études, on se rend compte que chaises, canapés, tables sont les meubles prototypiques. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas un prototype, mais il y a des objets qui sont plutôt prototypiques. En revanche, la télévision, le réfrigérateur sont périphériques, hein, comme en tant que meubles. Évidemment, c'est tout à fait naturel. Je veux dire que je ne sais pas si parmi vous quelqu'un, à la question donnez-moi 2 noms de meubles, si on me répondait frigo et télévision, je serais très surpris. Ou alors j'aurais peut-être une image de la vie de cette personne. Alors, un équivalent linguistique, un verbe, au fond. Là aussi, bon, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas exploiter en classe hein, dans les écoles primaires, mais c'est quand même une réalité linguistique. Un verbe, tous les verbes dans leur forme ne sont pas verbes au même degré. Hein. Un verbe, c'est quelque chose qui a l'aptitude d'inscrire le procès dans le temps, d'accord ? Dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc au fond, les verbes à l'indicatif sont beaucoup plus verbes que les verbes au subjonctif, qui sont eux-mêmes beaucoup plus verbes que les verbes à l'infinitif. Hein. Donc vous voyez, le prototype de la catégorie du verbe, c'est plutôt le verbe conjugué à l'indicatif. Bon. Alors, là où je veux en venir avec cette affaire de catégorisation, c'est à cette idée-là. La catégorisation naturelle étant prototypique, puisque les éléments des catégories sont perçus par ressemblance avec un élément du prototype, enfin, par ressemblance avec le prototype de la catégorie. Hein, vous avez bien compris. L'idée, c'est que la concurrence entre les deux modèles, c'est que, ou bien, est-ce que naturellement, quand on catégorise, on va regarder un objet, on va analyser ses propriétés, on va aller vérifier la définition de la catégorie pour voir si les propriétés sont vérifiées, et après, on va dire que l'élément fait partie de la catégorie. Bien sûr que ce n'est pas comme ça que notre système cognitif fonctionne. Notre système cognitif, il fonctionne d'une manière beaucoup plus approximative et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'on a une catégorie qu'on maîtrise, on a un prototype de la catégorie qui est le meilleur représentant de la catégorie. Et quand on tombe sur un élément qu'on a besoin de catégoriser, on regarde son degré de similarité avec le prototype de la catégorie. D'accord ? Alors, la conséquence de cela pour la grammaire, eh bien, vous voyez qu'elle est elle est la suivante. Bon, lorsque vous faites de la grammaire explicite, hein, là je ne parle pas de la grammaire interne ou de la grammaire implicite, donc lorsque vous vous situez sur un plan métalinguistique, soit vous avez plusieurs façons de présenter les notions. Vous pouvez les présenter par des définitions. Si vous les présentez par des définitions, vous adoptez ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes. C'est-à-dire, vous dites par exemple, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. C'est une catégorisation, c'est comme tout à l'heure mon oiseau qui était vertébré et à plumes. Hein, votre phrase, elle n'est pas vertébrée et à plumes, mais elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Elle a 2 propriétés et dans le modèle des catégories nécessaires et suffisantes, soit les 2 propriétés sont respectées et c'est une phrase, soit elles ne sont pas et c'en est pas une. Bon. Donc ça, c'est une première façon de procéder. La deuxième façon,
c'est de procéder avec des prototypes. Et là, il y a deux sortes de prototypes. Il y a des prototypes qui sont des exemples, des modèles. Oui. Par exemple, vous allez illustrer la phrase en disant, une phrase, c'est par exemple, voilà, un prototype de phrase, le facteur distribue le courrier. Phrase que vous avez eu le loisir de parcourir en long, en large et en travers avec Fabrice Poli. Et puis, vous avez aussi les modèles structurels, les prototypes structurels, c'est-à-dire la structure prototypique de la phrase, c'est une structure que l'on peut noter de manière formulaire par groupe nominal, groupe verbal et groupe circonstanciel. Bien. Alors, les définitions, les catégorisations grammaticales via des définitions posent toutes sortes de problèmes. Vous voyez, je prends cet exemple-là de la phrase, cet exemple tout simple de la phrase. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Bon, d'abord, il faut compliquer la définition parce qu'il y a plusieurs types de points. Bon, ça, c'est le premier aspect. Ensuite, regardez cette phrase. Le théâtre de S. Beckett, Samuel Beckett, me passionne. Bon. Si vous avez un élève un peu malin, il va dire, mais il y a deux phrases là. Il va dire, il y a une première phrase, le théâtre de Samuel Beckett me passionne, d'accord, ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Et vous avez une deuxième phrase, Beckett me passionne, puisque ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Et même si vous ajoutez dans la définition de la phrase qu'il faut que la majuscule soit précédée par un point, ça marche aussi. Vous voyez, une majuscule précédée par un point. Voilà. Donc, on voit bien que là, la définition, elle ne va pas fonctionner. Et puis, il y a d'autres cas, plus marginaux, bien sûr. Apollinaire, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point. Donc quoi, il n'y a pas de phrase? Si, bien sûr, il y a des phrases, mais il n'y a pas de point. Donc les définitions, elles sont toujours défaillantes. Pourquoi? Parce qu'elles doivent être simples. C'est-à-dire, on peut arriver à proposer des définitions très fiables pour les notions linguistiques. Mais une définition fiable en linguistique, c'est une définition de 10 pages, à peu près. Donc ça n'est pas possible à l'école. On est obligé d'utiliser des définitions minimales, simples, et qui de toute façon seront toujours imparfaites et ne marcheront pas avec toutes sortes de cas. Alors, je vous donne un petit exemple, ou deux, je ne me souviens plus. Alors, ici, c'est une leçon sur l'adjectif, où on vous dit, dans un groupe nominal, l'adjectif peut être supprimé, contrairement au déterminant et au nom. Bien, alors c'est un aspect de la définition de l'adjectif, et vous avez un exemple ici, les serpents dévorent les petites souris, qu'on peut transformer en disant les serpents dévorent les souris. Donc très bien, l'adjectif peut être supprimé, et je garde un groupe nominal qui fonctionne bien. Seulement, regardez maintenant cet exercice. Supprime tous les adjectifs qualificatifs, les phrases ont-elles encore un sens? Alors vous prenez « j'ai les yeux verts et les cheveux roux ». Est-ce qu'on peut dire « j'ai les yeux et les cheveux » ? Grâce au soleil, elle a la peau bronzée. Grâce au soleil, elle a la peau. Bon, vous voyez que toutes ces phrases-là montrent qu'on ne peut pas supprimer les adjectifs. Donc il existe toutes sortes de cas dans lesquels l'adjectif est obligatoire. Donc on ne peut pas le mettre en prenant cette définition trop au sérieux dans une définition de l'adjectif. Et pourtant, c'est vrai. La plupart du temps, dans les constructions justement prototypiques, l'adjectif est supprimable. C'est un élément facultatif du groupe nominal. Mais parfois, ça ne marche pas. Par conséquent, ce que je dirais sur ce sujet, c'est que les définitions sont moins importantes que les exemples types. Et quand je parle là d'exemples types, je veux dire que lorsqu'on introduit une notion dans une classe, on peut très bien imaginer que, je ne sais pas moi, si un professeur des écoles introduit la notion d'attribut, qu'il ait une phrase exemple et que la phrase exemple elle soit affichée au mur et que quand on veut voir ce que c'est qu'un attribut, on va regarder sur le mur l'étiquette où il y a l'exemple. Et les exemples d'ailleurs peuvent très bien varier selon les contextes géographiques, culturels des classes. Mais en tout cas, il me semble très utile que les élèves disposent de ces prototypes pour les catégories que sont les catégories grammaticales. Et puis si on doit utiliser des définitions, on peut difficilement s'en passer, bien sûr. Il faut qu'elles soient simples. Par exemple, pour le verbe, ce n'est pas la peine d'aller chercher loin. Il suffit de dire un verbe, c'est le mot qui se conjugue. Et bien sûr, il faut savoir ce que ça signifie, se conjuguer. Mais comment on sait ce que signifie conjuguer? Là aussi, il n'y a pas besoin d'une définition. Il suffit de faire des conjugaisons.
Donc on fait des conjugaisons. Quand on a fait suffisamment de conjugaisons, on sait reconnaître un verbe, puisqu'on sait ce qui se conjugue. Et quand un élève sait déjà reconnaître un verbe dans la phrase, il y a une bonne partie du travail qui est faite. Donc le point essentiel, c'est non seulement de travailler plutôt sur des prototypes que sur des définitions, mais aussi de faire attention dans les corpus, puisque on doit travailler aussi, on peut travailler également sur des corpus pour faire émerger un certain nombre de notions. Il est important de veiller à l'homogénéité des corpus. C'est-à-dire qu'il faut avoir des corpus simples. Là, je prends un exemple avec, vous voyez, dans la phrase « l'avion décolle », le sujet est l'avion. Dans la phrase « il décolle », le sujet est « il », trouve le sujet dans les phrases suivantes. Bon, là, vous avez un petit corpus où il n'y a aucun problème, où tous les élèves peuvent répondre juste. C'est ça le but d'un exercice de grammaire. C'est pas qu'il y ait un piège au milieu. Il faut faire en sorte que toutes les phrases, tous les exemples soient faisables. Il faut bannir cette idée de grammaire qu'on va mettre un piège en plein milieu pour voir celui qui a bien compris. Non. Le but, encore une fois, c'est de mettre les élèves dans des positions de sécurité intellectuelle, qu'ils sachent qu'ils vont savoir et qu'ils ne vont pas se tromper. Donc il faut des exercices récurrents, simples, etc. Et qu'ensuite, on va compliquer. Mais vous voyez, avec un exercice aussi simple que cela, on peut déjà travailler en observant la variation, singulier, pluriel, etc. Alors, le problème, c'est qu'on se rend compte que très souvent, dans les pratiques de classe, ces exemples parasites, qui ne sont justement pas prototypiques, apparaissent très souvent. Alors, je prends un premier exemple. Là, vous voyez, c'était dans une leçon, un exercice que j'ai pris dans une leçon sur les compléments d'objets. Et il y avait cette phrase « Bruno espère retrouver son chien ». Alors, vraiment dans une petite classe. Je ne me souviens plus si c'était CE2 ou CE1, mais bon. Bruno espère retrouver son chien. Là, c'est tout à fait problématique parce que les élèves vont apprendre d'abord au début que le COD, c'est le COD du verbe conjugué, alors que ici, son chien qui doit être analysé comme COD et le COD met du verbe retrouver, qui est à l'infinitif. Et c'est l'ensemble retrouver son chien qui est COD de espérer. Donc, c'est beaucoup trop compliqué, ça ne va pas. C'est beaucoup trop compliqué. Un autre exemple de manque de vigilance à l'égard du caractère prototypique des exercices proposés. Vous avez classiquement là, une présentation du sujet à partir de différents critères, dont la question « c'est qui ». D'accord ? Alors l'exercice 1, que vous voyez ici, transforme les phrases, utilise « c'est qui ». Alors la poule picore, qui est-ce qui picore ? C'est la poule qui picore. Très bien, mais regardez dès la phrase B. Les ours aiment le miel. C'est les ours qui aiment le miel ? Ça pose un problème. Alors si il faut apprendre « c'était les ours qui… » c'est les ours qui aiment le miel, ce sont les ours qui aiment le miel, ce sont les ours qui, tout d'un coup, l'outil grammatical devient beaucoup plus compliqué que ce qu'il y a à analyser, s'il s'agit simplement ici de trouver le sujet. Un autre exemple ici, qui là conduit même à une erreur d'analyse. Alors l'exercice, vous voyez, est tout simple, c'est un exercice sur les déterminants, donc copie le verbe, souligne les noms et entoure les déterminants. Copie le texte, pardon. Donc, la moto, pas de problème. Le motard, déterminant-le. Il porte un casque, des grosses lunettes, des gants, un blouson de cuir. Alors là, évidemment, cuir est un nom, mais le mot qui précède de est une préposition, n'est pas du tout un déterminant. Ici, on a un article 0. Donc, dans cette consigne, l'élève, il va entourer de, puisqu'il va le prendre pour un déterminant, et puis il va dire quoi l'enseignant ? Donc il aurait dû supprimer cette partie de la phrase dans l'exercice. Alors, je vais maintenant aborder la deuxième et quasiment dernière partie de mon propos sur le système de la langue, et je repars donc de cette liste de notions qui donc sont la trentaine de notions qu'on a à acquérir. Donc là, je vous ai montré que les compétences sous-jacentes à l'acquisition de ces notions sont des compétences d'identification, que ces compétences d'identification supposent des processus cognitifs de catégorisation et qu'on améliore les processus de catégorisation en utilisant plutôt des exemples, des prototypes, que des règles ou des définitions. Bien. Alors on a là notre liste, mais cette liste, elle ne forme pas système. Là, c'est un inventaire des notions
à apprendre, hein, mais on n'a pas la vue ici du système de la langue avec ces notions. Or, ce système de la langue, il est très simple pour le français, le système qui régit en quelque sorte la grammaire du français, de la langue française, est très simple à décrire, et je vais vous en dire un petit mot. D'abord, il y a l'idée que la structure fondamentale, c'est la phrase. Alors, attention, là, je suis dans une démarche d'analyse grammaticale. Ça ne veut pas du tout dire, à mes yeux, qu'il faut commencer par étudier la phrase avec les élèves. Hein, pas du tout. Simplement, là, on décrit la langue et on voit comment ça se structure. Hein. Donc là, je m'adresse aux enseignants, aux inspecteurs, à l'égard de leur connaissance et de leur connaissance des structures de la langue. Deuxième point, alors là, qui est absolument fondamental, au fond, tout est là. Hein. Comprendre la grammaire, c'est comprendre des relations d'inclusion. C'est uniquement ça. Si vous arrivez à vous faire une intuition claire de cette idée, que l'identification des constituants grammaticaux repose sur une idée d'inclusion, sur une logique d'inclusion, eh bien, vous aurez compris l'essentiel de la grammaire. Par exemple, donc, vous prenez la gloire de mon père, eh bien, la gloire de mon père, c'est un groupe nominal, hein, la gloire de mon père. Mais dans le complément du nom de mon père, vous avez un autre groupe nominal, mon père. Donc, ce groupe nominal, mon père, est inclus dans le groupe nominal gloire de mon père, la gloire de mon père. Bien, alors c'est cela qu'on va voir en détail dans un instant. Et enfin, dernier point, la question de la nature et des fonctions des mots et groupes de mots. Donc ça, on a vu que c'était cela qui était au cœur des programmes. Et bien sûr, on va être amené à en parler. Alors, pour commencer, je reprends à nouveau un exemple, parce que vous allez me dire, cette affaire de nature et de fonction, bon, les gens sont à peu près au point là-dessus, et il faudrait quand même prendre en considération la réalité, quoi, des pratiques. Alors là, je vous donne un exemple. Oula, mais je ne sais pas ce qui se passe. Un exemple qui m'a été confié très récemment par un ami qui m'a dit « Ah tiens, toi qui t'intéresses à la grammaire, regarde ce que mon fils fait en ce moment, c'est bien. » Ok, alors voilà un exercice hein, avec une première consigne, orthographe dans la liste avec un crayon gris, souligne les mots qui te paraissent difficiles à écrire. Ça c'est très bien, je trouve. Hein, je veux dire un peu de métacognition, donc savoir si on a compris, on n'a pas compris. On peut faire ça même une fois que la dictée est faite. Hein, je souligne, je signale ce qui n'est pas sûr, etc. Et puis deuxième exercice, place les mots à apprendre. Donc c'est une liste de mots à apprendre pour faire une dictée ensuite. Hein. Alors je me suis aperçu après coup que ces fiches-là, elles sont sur un blog d'un prof des écoles qui partage ces fiches et donc qui sont utilisées par les collègues dans les classes, ce qui est tout à fait naturel et ce qui montre d'ailleurs qu'on a affaire ici à quelqu'un, bon je vais dire qu'il fait des erreurs, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui travaillent, qui croient à leur travail, quoi, puisqu'il met en ligne ses cours, il donne des matériaux à ses collègues. C'est pas quelqu'un qui fait son travail par-dessus la jambe, je veux dire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent impliqué et qui s'intéresse à ce qu'il fait. Mais il manque de connaissances. C'est ça qui pose un peu un problème. Alors vous voyez qu'il y a la liste de mots et la liste de cases possibles. Il y a un mot par case, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 mots et 12 cases. Alors, vous avez vu le problème, hein? Bon. Ah, zut. Même et tendre. Alors, même, on va le mettre dans quelle case, hein? Est-ce qu'on va le mettre dans la case des adjectifs, des adverbes, voire des pronoms, des locutions pronominales. Bon, c'est compliqué même. Hein. Hors contexte, comment on peut savoir? On ne peut pas. Étendre, ben c'est quoi? C'est le verbe tendre ou c'est l'adjectif? Bon. Alors, la solution... Alors, attendez. Je ne sais pas pourquoi ça bug comme ça. Bon, la solution proposée par l'enseignant est la suivante. Donc, vous voyez, il met même dans les adjectifs étendre
il le met dans les verbes. Bon. Alors, voyez son critère de reconnaissance de l'adjectif. Il est. Alors, il est blanc, il est froid, oui, mais il est même. Ça ne marche pas du tout. Hein. Et puis, son critère de reconnaissance pour le verbe. Je. Alors, d'accord, je tends, mais je neige. Hein. Même pour... Donc, ouais, il y a quand même un gros problème là. Et puis, j'ai trouvé dans la dictée donc, le mot « même » comme il est utilisé. Oui, c'était pour dire « la chaîne de montagne n'est plus la même ». Donc, ça ne correspond pas du tout, c'est une valeur pronominale. Donc, ça ne correspond à aucune des catégories qui est dans le tableau. Bon, et puis, ensuite, il y avait dans le cahier de cet enfant un autre exercice de la même personne hein, qui a dû être trouvé sur le même site. Alors, vous voyez, là... Hein, sourire, ben, il le met dans les noms. Mais c'est le verbe sourire aussi, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est quand même pas des choses compliquées, mais ça pose un problème d'identification des catégories et d'un peu de souplesse cognitive pour être capable de voir que des mots peuvent être dans plusieurs catégories. Il faut faire attention à ça. Hein. Bien. Alors, sur la question de la nature et de la fonction des mots et groupes de mots, qu'est-ce que c'est exactement, hein, précisément, la nature d'un mot, la fonction d'un mot? Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est ça. Une fonction, c'est une relation entre deux éléments d'une structure. Vous avez deux éléments, x et y, là, qui sont dans une structure qui est représentée ici par un rectangle qui les inclut. Oui, je vous parlais de relation d'inclusion. Deux éléments x et y, qui ont des natures. Hein. La nature X, ça pourrait être un nom, un verbe, etc. La nature Y, ce sera autre chose. Et puis la fonction, c'est la relation entre les deux, tout simplement. Hein. Une fonction, c'est une relation entre des éléments d'une structure grammaticale. Alors, la particularité, c'est que ce système est récursif. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on peut avoir la réduplication du même phénomène. C'est-à-dire qu'à la place de l'élément X, ici, vous pouvez avoir à nouveau une relation nature-fonction. Alors, ça vous paraît, ça paraît peut-être comme ça dans l'abstrait un petit peu compliqué, mais c'est aussi simple que ça. Hein. Chat échaudé, craint l'eau froide. Eh bien, vous voyez que vous avez, qui représente le carré à gauche, le chat échaudé, qui est le sujet de la phrase, hein, qui comporte deux éléments, chat et échaudé, et puis la partie de droite, craint l'eau froide, qui contient le verbe craint et l'objet, le COD du verbe l'eau froide. Donc vous avez le sujet d'un côté, le groupe verbal de l'autre, une relation entre les deux. Hein. Alors évidemment, si on veut aller jusqu'au bout, dans le deuxième, dans l'élément à droite, l'eau froide peut être lui-même décomposé. Donc l'élément Y, on peut le redécomposer en deux éléments, eau et froide, avec donc la relation épithète. Bref. Alors vous voyez, on a là aussi toutes sortes de problèmes de mauvaise compréhension de la structure de la phrase, mauvaise délimitation des constituants. Observe les groupes nominaux en gras. Quels mots sont placés avant les noms? Bon, les groupes nominaux en gras. Le bruit étouffé d'un sanglot. Le bruit, là, le bruit, c'est pas un groupe nominal. C'est pas du tout là que s'arrête le groupe nominal. Hein. C'est le bruit étouffé d'un sanglot. Ici, voyez cette présentation dans le tiroir de la table de la cuisine. On a le tiroir, la table, qui sont présentés l'un à côté de l'autre, comme s'il y avait une sorte de linéarité. On ne voit pas du tout, alors, dans cette présentation, la relation d'inclusion. De la table de la cuisine est le complément du nom de tiroir. Donc, le statut de la table, il ne doit pas être mis sur le même plan que le statut de le tiroir. Bon, je passe sur le fait qu'on demande dans le même exercice une distinction entre mots qui désignent une personne, mots qui désignent une chose, qui n'a absolument rien à voir comme problème avec les questions d'identification grammaticale. Mais là, c'est un problème que je signalais déjà tout à l'heure, d'homogénéité des leçons. Bon, là, c'est un exemple du même genre où on voit que l'auteur du manuel ne fait pas la différence entre un nom et un groupe nominal. Dans le premier exercice,
il parle du nom et un éléphant est surligné, et puis en dessous, c'est uniquement le nom baleine qui est sujet du verbe, alors que le sujet du verbe, c'est pas baleine, c'est la baleine, hein, et ça change tout. Bon, je passe sur cet exemple parce que le temps passe. Ce que je veux, le point sur lequel je veux insister ici, c'est que cette présentation en groupe de mots, cette perception que, alors là je parle vraiment des professeurs, hein, et pas des élèves, cette perception que les professeurs doivent acquérir de la grammaire comme étant faite de relations d'inclusion entre des éléments, et donc de relations entre des éléments d'une structure, elle s'oppose à l'idée que, à l'idée que l'on sait déjà intuitivement, que les mots ne sont pas une succession, que les phrases, je veux dire, ne sont pas une succession de mots séparés par des blancs. Hein. Dire, chat échaudé, croit l'eau froide, ça, le blanc qu'il y a entre chat et échaudé n'est pas du tout le même que le blanc qu'il y a entre échaudé et crin l'eau froide. Parce que le blanc qu'il y a entre échaudé et crin l'eau froide, entre échaudé et crin, c'est un blanc qui sépare tout le groupe sujet. D'accord ? Et ça, notre grammaire implicite, on le sait, puisqu'on peut dire « il craint l'eau froide ». Donc on sait bien que le blanc qui passe là n'est pas du même ordre que le précédent. Donc comprendre la grammaire, c'est ça, c'est renoncer à cette vision linéaire de la phrase et voir les relations d'inclusion entre les constituants. D'ailleurs, c'est une perspective qui rend bien des services dans les problèmes d'accord. Si vous analysez les cloches sonnent, la cloche sonne en termes de fonction des mots. Hein. Vous dites, bon, bah, le sujet, c'est cloche. D'accord ? Donc, dans les cloches sonnent, le sujet, c'est cloche. Dans la cloche sonne, le sujet, c'est cloche. Là, je ne vois pas la différence. Hein. Alors que si je dis, dans les cloches sonnent, le sujet, c'est les cloches, et dans la cloche sonne, le sujet, c'est la cloche, eh bien là, j'ai peut-être des chances de faire entendre qu'il y a d'un côté du pluriel et de l'autre du singulier. Alors, le point important, c'est donc une affaire de hiérarchie, et de hiérarchie des fonctions. Il n'y a dans la phrase, au fond, que deux fonctions. La fonction sujet et la fonction complément circonstanciel. Au niveau de la phrase, d'accord, hein, vous avez 2 ou 3 éléments, le groupe circonstanciel étant facultatif, il n'y a qu'une ou 2 fonctions possibles au niveau de la phrase. Et au fond, toutes les autres fonctions sont des fonctions à l'intérieur des groupes. Donc déjà, comprendre cette hiérarchie entre les fonctions au niveau de la phrase et les fonctions à l'intérieur des groupes, c'est un point extrêmement important. Donc vous aurez le groupe verbal, enfin les fonctions à l'intérieur du groupe verbal qui sont les fonctions complément d'objet, et puis les fonctions dans le groupe nominal qui seront la fonction complément du nom, la fonction épithète. Hein. Alors, je vais passer très vite puisque vous avez déjà vu cela très bien avec Fabrice Poli tout à l'heure sur l'analyse du groupe verbal. Bon, je veux simplement insister sur le fait que la notion de groupe verbal, là, est bien une notion qui correspond à notre système cognitif, à notre grammaire implicite. Hein. Quand vous posez la question « Que fais-tu » et que vous avez la réponse « Je range ma chambre ». Bon, je vous accorde que l'exemple, les parents qui obtiennent une réponse aussi magnifique quand ils posent la question à leurs enfants. Bon, bref. Donc, range ma chambre, on voit bien que ici, c'est l'équivalent de faire. Fais. Que fais-tu ? Je range ma chambre. Donc, on voit bien que ce bloc, le verbe plus son complément, l'ensemble, forme un tout, hein, qu'on appelle donc le groupe verbal. Et ça, c'est vraiment un point essentiel donc, de la description grammaticale parce que ça correspond à notre système cognitif. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est qu'on va décrire la grammaire d'une façon qui correspond à notre perception intuitive de la langue et pas créer des brouillages cognitifs entre l'apprentissage de la grammaire et ce que les individus perçoivent. Bon, je passe sur le groupe nominal et je termine avec la terminologie. Bon. Alors, sur cette terminologie, ça sera, je pense, un apport intéressant parce qu'elle sera cohérente hein, sur l'ensemble du cursus. Et puis, vous retrouverez la hiérarchisation des termes dont j'ai parlé. Et il y aura donc un outil de référence pour les enseignants
qui pourront désormais, mais ils le peuvent d'une certaine façon, mais on n'a pas une terminologie stable pour l'instant. Il y a des variations dont je vais parler dans un instant. Donc, le premier point sur cette terminologie, je pense, c'est qu'il convient de recommander un usage régulier d'une terminologie de référence, régulier dans la classe. Quand on parle des mots, on ne dit pas n'importe quoi. Le professeur reprend pour que petit à petit, ce langage, qui est un langage technique, même s'il est simple, nom, verbe, adjectif, préposition, sujet, complément, tout ça, ce sont des mots presque du vocabulaire courant, mais ce sont des termes techniques. Ce sont les termes techniques de la grammaire. Donc ils doivent être utilisés d'une manière sérieuse. Sinon, c'est comme... Enfin, bon, passons. Alors, soyons tout de même un peu réalistes, il y a des variations dans la terminologie. Un point important, c'est de comprendre que la terminologie, elle ne peut pas toujours être, elle n'est jamais parfaite, elle est en partie arbitraire. Elle est en partie arbitraire, c'est-à-dire en raison de la tradition, on ne peut pas tout changer. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de présent et d'imparfait du subjonctif, vous savez bien, le mot présent ne renvoie absolument pas au temps présent, à l'idée de présent. Donc c'est une étiquette complètement vide. Présent imparfait, lorsqu'on utilise pour le subjonctif, ça ne signifie rien, mais on ne va pas changer complètement. Alors imaginez déjà avec le prédicat, si on commençait à changer les noms du subjonctif, là, ce serait une révolution. Donc non, il faut en avoir conscience. Pronom, voilà, ça ne remplace jamais un nom. Un pronom, ça remplace un groupe nominal, mais on ne va pas dire pro-groupe nominal pour autant. Bon, d'accord, on dit pronom, c'est arbitraire, mais au moins on se met d'accord sur le référent de ces mots. C'est ça qui est important. Peu importe leur motivation, en l'occurrence ici. Ce qui compte, c'est qu'on nomme toujours la même chose avec le même mot. Bon. Et puis, par ailleurs, il y a des variations dont certaines sont totalement négligeables et d'autres sont importantes. Alors, il y a des variations négligeables, comme dire terminaison ou désinence, là, ça ne change rien du tout. En revanche, lorsqu'on a introduit la notion de déterminant, vous vous souvenez, pour remplacer adjectif possessif, adjectif démonstratif. Là, ça a été... Alors, ça s'est heurté à des résistances, c'était une complication, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde trouve que c'est beaucoup plus clair. Et évidemment, la catégorie d'adjectif est bien plus claire maintenant qu'on ne maintient dans la catégorie adjectif que les adjectifs qui peuvent être placés avant ou après le nom. Enfin bon, voilà. Ça, c'est un vrai progrès qui a été fait à un moment donné dans la terminologie. Donc ça, c'est une différence importante. Mais d'autres ne sont pas importantes. En effet, désinence, terminaison, parfois on peut avoir des hésitations entre locution et mots composés. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas très grave. Bon, puis il y a d'autres variations sur la question des modes ou des temps, sur le conditionnel. Il y a aussi là quelque chose qui est un petit peu discuté parfois. Bon, le conditionnel est un temps de l'indicatif pour les linguistes, c'est clair. Il est utilisé. Une tradition veut que les professeurs parlent souvent de mode conditionnel. Bon, ça changera probablement, ça n'est pas très grave. Ça pose un problème parce que scientifiquement c'est faux. C'est tout simplement ça. Je veux dire, on ne peut pas dire n'importe quoi en grammaire. Il y a quand même, il n'y a pas chacun sa grammaire. Il y a des savoirs de référence et le conditionnel, c'est un temps de l'indicatif. Bon, mais et ça, encore une fois, je veux dire, c'est pas du tout une originalité de ma part. Tous mes collègues disent la même chose. C'est ce qu'on enseigne au jury des concours du CAPES ou de l'agrégation. Un étudiant qui dirait que le conditionnel est un temps perdrait beaucoup de points, est un mode, pardon, perdrait beaucoup de points, etc., etc. C'est une réalité. Bon, après, il y a la tradition, les pratiques de classe qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas brusquer. Donc, ok, disons que c'est un mode. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais il faudra que ça change à un moment donné. Alors, je conclus maintenant, parce que j'ai légèrement dépassé mon temps déjà de 5 minutes, donc je vais très vite conclure. Alors, les recommandations que je vous donne finalement sont la continuation pure et simple de ce que j'ai dit précédemment, assumer l'idée de l'importance du métalangage grammatical, utiliser des exemples plutôt que des définitions, avoir le souci de corpus canonique, le respect rigoureux de la terminologie de référence, l'utilisation des mots et des groupes de mots. Il faut les deux. Il faut qu'on navigue entre les éléments de la structure et la structure globale. Le point le plus important à retenir finalement, c'est qu'il existe une limitation
des capacités descriptives de la grammaire scolaire. C'est-à-dire qu'avec une trentaine de notions, évidemment qu'on ne peut pas tout décrire de la langue française. Donc, on ne donnera à travailler dans les leçons de grammaire que des cas, des exemples, des phrases dont on se sera assuré préalablement qu'elles sont traitables avec l'appareil conceptuel dont on dispose. Les élèves disposeront d'un appareil conceptuel d'une trentaine de notions pour décrire la langue. Ils ne peuvent pas tout décrire avec cela. Ils peuvent produire, parler, analyser, comprendre, parler, écrire des choses beaucoup plus compliquées, mais des choses qui ne sont pas accessibles à une description grammaticale scolaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a une limitation nécessaire des capacités descriptives de la grammaire scolaire et par conséquent une spécificité et une importance très grande de la grammaire scolaire à l'école primaire, puisque c'est là que cette connaissance va se mettre en place et qui va conditionner les apprentissages ultérieurs. Donc je terminerai par cette formule. Il faut pour l'école, comme le dit Philinte au sujet de la vertu, une grammaire traitable, c'est-à-dire une grammaire traitable dans trois sens, une grammaire traitable, c'est-à-dire que, je viens de le dire, avec des cas que l'on puisse traiter, des exemples que l'on puisse traiter, des exercices qui soient traitables dans ce sens-là, une grammaire traitable au sens un peu 17e déjà, où cette grammaire ne soit pas trop technique, qu'elle soit abordable, et puis enfin une grammaire traitable dans le sens également une autre signification qui était très à la mode au XVIIe siècle, c'est-à-dire une grammaire aimable. Parce qu'au fond, le but de mon propos, c'est surtout que peut-être les acteurs du système éducatif, les professeurs, les élèves, finissent tout de même par aimer un peu la grammaire de leur langue. Voilà, je vous remercie de votre attention.